Aujourd'hui, sur le podcast Balance ton héroïne, c'est Dimitri Repérant que je reçois pour un spécial Balance ta voix. J'avais très envie de découvrir son parcours, sa descente aux enfers, ce qu'il cherche depuis qu'il s'est relevé, ce qu'il cherche dans la voie de trouver sa voie. Je suis Géraldine Jakowski et j'ai créé ce podcast pour mettre en lumière les héroïnes des temps modernes, ces modèles de notre temps dont nous avons tant besoin. Qu'elles agissent dans différents domaines au travers leur association, leur projet entrepreneurial, leur ONG, sur des sujets sociaux, sociétaux, environnementaux et même de droits humains ou droits des femmes. Alors écoutez-les, c'est très inspirant. Et puis, dans ce podcast, il y aura aussi des interviews d'hommes qui viennent nous parler de leur héroïne de vie. À tout de suite. Dimitri, bonjour et bienvenue sur le podcast Balance ton héroïne. Salut Géraldine. Hey. Je suis ravie de t'avoir sur le podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie Merci à toi oui. de m'inviter. Et je suis ravie d'avoir des hommes sur ce podcast qui viennent me parler de leur héroïne. Et toi, c'est spécial, mais en fait, c'est ton identité. Tu vas nous révéler là. Alors, dis-moi, Dimitri, qui est ton héroïne? Ou quelle est ton héroïne? Alors, ma plus grande héroïne, c'est la voix. Est-ce que c'est clair? La voix, celle qu'on entend. Là, par exemple, celle qu'on entend de moi. Mais pas que celle qu'on entend de moi. La voix en général. La voix. Ici, la voix. Ça te rappelle quelque chose? Alors, qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cette voix? Alors, qu'est-ce qu'elle représente pour moi? Alors, d'abord, c'est ma vie, la voix. C'est une histoire d'amour. C'est-à-dire que depuis que je suis petit, je chante, je m'exprime avec la voix de façon importante. J'ai chanté dans plus de 500 concerts. J'ai été formé pendant 25 ans au conservatoire, à la maîtrise de Notre-Dame de Paris, dans des institutions pour apprendre à utiliser ma voix, à la fois dans le chant, mais aussi dans la voix parlée, dans différentes écoles de théâtre. Je me suis produit aussi sur scène en tant qu'acteur. Donc la voix, ça a été vraiment quelque chose d'important que j'ai appris à maîtriser. Mais je me suis rendu compte aussi, à travers mon parcours, que la voix, c'est pas simplement un son. C'est pas simplement un son qu'on modèle, qu'on sculpte avec l'articulation. C'est pas simplement tout ça, quoi. C'est pas simplement une technique. Pourquoi je me suis rendu compte de ça? Parce que je me suis pris une grosse claque dans la tête dans ma vie et que cette claque, elle m'est venue du fait que j'étais sur la bonne voie, VOIE et VOIX pour moi, parce que je voulais devenir chanteur lyrique. Et donc, j'avais, à 20 ans, j'allais terminer le conservatoire de Paris. Je travaillais avec Janine Rice, qui était la chef de chant de Maria Callas, et je me préparais au conservatoire national. Bref, il y avait beaucoup de choses. Ça faisait déjà, depuis que j'avais 14 ans environ, que je chantais en tant que baryton. Donc, j'avais un gros répertoire en plus. Il y avait beaucoup d'espoir sur moi. Et sous l'impulsion d'une recommandation, je rencontre un professeur pour m'améliorer encore plus. Et ce professeur hyper charismatique, avec des élèves d'un niveau incroyable, me dit au bout de 15 minutes de la journée de masterclass que j'ai faite avec lui, il me dit, en fait, mon gars, t'es pas baryton, t'es ténor. Tout simplement parce qu'il m'avait fait monter sur des notes que les barytons ne sont pas censés avoir. Alors, baryton, c'est la voix centrale chez les hommes, dans la voix lyrique. D'accord. Basse, c'est la voix la plus grave, bien sûr. Et ténor, c'est la voix la plus aiguë. Donc, il m'avait dit qu'en fait, je chantais pas assez haut. Parce que j'avais des notes que les ténors ont et que les barytons ne sont pas censés avoir. Est-ce que juste là, est-ce que tu serais d'accord pour nous donner un exemple ou est-ce que c'est compliqué en interview, notamment Si. Qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, ça va être, je vais prendre mon piano. Un baryton, il va monter jusqu'à un la bémol en général. Donc il va faire, je vais essayer de faire ça. Voilà, ça c'est maximum du baryton. Waouh! Et un ténor, il va pouvoir monter bien au-dessus. Voilà, donc ça va être plus haut. Simplement, moi j'ai ces notes. C'est pas la question. Donc j'ai des notes de ténor. Mais une voix, c'est pas que les notes.
Une tessiture, c'est quand quelqu'un va chanter dans une tessiture, c'est qu'il est confortable dans cette tessiture. C'est qu'il peut durer sur la longueur dans cette tessiture. S'il ne peut pas, même s'il a les notes, ça veut dire qu'il n'est pas cette voix. Parce que en fait, c'est comme si j'avais moi, en fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai suivi ce gars pendant 7 ans. Et pendant 7 ans, au lieu d'aller voir même une seule fois quelqu'un d'autre, je suis resté avec lui. En l'écoutant, j'ai dû recommencer tout à zéro. Donc ça voulait dire jeter tous les airs d'opéra que j'avais appris, toutes les mélodies que j'avais appris en baryton. Il fallait recommencer une nouvelle tessiture en ténor, passer de la fin du 3e cycle, dernière année, au premier cycle, première année. Waouh, Tu vois, donc c'était un ouais. gros truc. Mais à 20 ans, je me suis dit, bon, ça se tente. Et puis surtout, il y avait un rêve pour moi. Ténor, c'était un peu la voix royale, c'est la voix de ceux qui sont. C'était un peu un rêve égotique. C'est un peu ceux qui sont en haut de l'affiche, les ténors. C'est ceux dont on se souvient. C'est Pavarotti, c'est Domingo. C'est eux, c'est les plus grands noms, tu vois. Et donc, je suis allé à fond là-dedans. Mais très vite, au début, bon, ça allait, mais très vite, je sentais que j'avais des difficultés en fait à tenir. J'étais régulièrement malade. Mon corps m'informait. J'avais des signaux. Par exemple, il m'arrivait d'être malade, je sais pas, au moins 5 fois par an pendant 3 semaines. Ouais, c'est Donc, un gros signal, ça, hein. C'est donc ça, énorme. c'est un gros signal. Et puis, j'avais une démotivation petit à petit. Et j'avais l'impression que je faisais des efforts, mais que ça payait pas, que j'y arrivais pas. C'est-à-dire que j'avais les notes, je progressais, mais que jamais c'était assez bien. Et qu'il y avait quelque chose où moi-même, je me sentais pas bien vraiment dans cette voie. Donc, je me suis mis à voir exactement l'idée inverse dans la tête, où je me disais, mais en fait, peut-être que je ne suis pas ténor. Peut-être que je suis baryton. Et puis après, ça devenait, mais en fait, je suis pas ténor, là, c'est pas possible. Je suis baryton. Mais cette voix-là, je l'écoutais pas. Et sur cette voix-là venait une autre voix qui disait, mais non, c'est lui qui a raison, il sait mieux que toi. Et donc, j'étais dans ce truc où, au bout du compte, je ne m'écoutais pas, je ne me faisais pas assez confiance et je faisais davantage confiance à lui et à son diagnostic plutôt qu'à ce que je ressentais. Et à cause de ça, eh bien, je me suis pris ce mur. 7 ans à remonter tous les échelons pour arriver à la fin du conservatoire. Et quand je suis arrivé à la fin du conservatoire, diplôme, présentation. Et pendant le diplôme, à la fin, ils me disent, bah, on vous a trouvé super. Honnêtement, vous êtes un artiste, c'est indéniable. On a apprécié vous voir sur scène. Mais pour nous, il est clair et net, à l'unanimité, les 5 jurys, on pense que vous n'êtes pas ténor, vous êtes baryton. Et au Waouh! moment où, ouais, alors ça, c'était hyper fort, mais au moment où ils Waouh! m'ont dit ça, en fait, au lieu d'avoir la réaction de, mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est une blague, ça a fait exactement l'effet inverse, ça a fait, oh, merci. En fait, en moi, il y avait comme un énorme merci, comme si d'un coup, on révélait ce que je m'étais caché à moi-même, qu'enfin d'autres personnes en face de moi me le disaient. Et d'autres personnes qui avaient la position d'une autorité, pas juste des gens lambda. Et donc, ça répondait tellement à ce que je ressentais que pour moi, c'était juste simplement à ce moment-là une évidence. Physiquement, psychiquement, émotionnellement, évidence. Et je me suis détaché d'un coup complètement de mon professeur, du jour au lendemain. Enfin, là, je l'ai vu à ce moment-là essayer de se justifier. Et je voyais très bien que j'avais plus de lien, en fait, que je le voyais, en fait, que lui m'avait emmené quelque part et c'était pas moi. Mais juste après l'espèce de libération, ça a créé un cataclysme. Un cataclysme qui a provoqué que je suis parti en live, mais pas sur les scènes, vraiment en live dans la vie, quoi. J'ai perdu pied à la réalité parce que je savais plus qui j'étais. Et que, en fait, le fait d'avoir chanté dans la mauvaise voie, le fait d'avoir pris une mauvaise voie à VOIE, et du coup de ne pas avoir abouti à mon rêve de devenir chanteur lyrique, d'avoir aussi perdu la foi pendant ces 7 ans, parce que petit à petit, on a des difficultés, et puis à un moment donné, on vieillit, on se dit, bon, bah, je vais pas y arriver, j'y vais jamais y arriver, bon, j'y serai jamais. Et puis aussi, espèce de truc, bon, j'ai passé 7 ans à la mauvaise voie, je vais pas recommencer, repartir de nouveau. Enfin, il y avait une sorte de fatigue et une idée, j'avais l'impression que presque toute ma vie, je savais peut-être, j'étais pas sûr de toute ma vie, quoi. Est-ce que la femme avec qui j'étais, je l'aimais vraiment? Est-ce que j'étais avec elle pour les bonnes raisons? Est-ce que je faisais du théâtre? Je faisais du théâtre à l'époque, beaucoup plus même que du chant lyrique à ce moment-là. Mais en fait, est-ce que j'aime être dans cet univers du théâtre? Non. Au fond, j'aimais pas. J'adorais être sur scène, mais j'aimais pas l'univers, les gens qui font le théâtre et l'ambiance entre les personnes, ça ne me correspondait pas. Et donc tout ça, je me le suis pris en pleine face et ça a été comme une table rase. J'ai tout quitté comme si j'étais parti à la recherche de moi-même pour pouvoir rencontrer en fait qui j'étais à l'intérieur, ce que je ressentais, un peu comme rencontrer mon intuition, rencontrer mes désirs,
rencontrer voilà ma vitalité, je pourrais même peut-être dire ma libido. Il y a quelque chose de l'ordre de la pulsion vitale. Et j'y suis allé tellement fort que je me suis déconnecté de l'extérieur. Et ça m'a amené dans un état d'extase, presque une extase mystique qu'on peut appeler chez certains en psychanalyse, parce que j'ai aussi fait des études en psychopathologie. Donc, en psychanalyse, on va dire que c'est une bouffée délirante. Chez des gens qui sont plus dans la spiritualité ou chez le chaman, on va parler d'une ouverture du Kundalini. Bref. Et donc, à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que de cette espèce de bouffée délirante, ou comme on veut l'appeler, cette extase mystique que j'ai vécue, j'aurais pu ne pas revenir, honnêtement. J'aurais pu me tuer par extase, par joie, plutôt que par désespoir. J'ai créé du désordre autour de moi, chez les gens que je connaissais. Ils ont été perturbés par mon état. J'aurais pu finir en hôpital psychiatrique. Donc bref, tout ça aurait pu se passer réellement. Mais heureusement, j'ai eu la chance d'avoir des repères qui m'ont aidé, à la fois sur place, à l'endroit où je vivais cette expérience, et puis dans ma famille, mon père, mon frère, et, euh, et aussi cette femme avec qui j'avais été, qui a été un grand repère. Et moi-même, j'ai pu, parce que j'avais quand même bâti une certaine confiance en moi malgré tout, comme qui était extérieure, mais j'avais quand même quelque chose de l'ordre où j'avais quand même des repères en moi de la vie, de ce que je voulais. Donc j'ai réussi à aussi me prendre en main. Et grâce à ça, grâce à ce moment-là, j'ai compris en fait par cette expérience qu'au fond, la voix, c'est pas simplement un son, c'est pas simplement une chose qui vient de l'intérieur, mais c'est aussi dans cette relation avec l'extérieur. Et que c'est dans cette triple relation. C'est-à-dire que la voix, c'est ce qui est à l'intérieur de moi, ce que je suis dans mes tripes, dans mon cœur, dans mon esprit, qui va venir se matérialiser par un son. Et ce son, je peux le travailler, je peux améliorer, comme j'apprends une langue, donc j'apprends à articuler, à faire des sons, une phonétique, tout ça. Et puis après, je vais aussi apprendre à jouer avec ma voix, à faire plus de mélodies, des choses comme ça. Ça, c'est vraiment de l'ordre technique. Et on a tous appris, hein, mais on peut apprendre encore mieux. Donc il y a ça. Et puis, il y a surtout le fait que l'objectif de cette sonorisation, de cette énergie qui vient de ce moi intérieur qui vient se matérialiser, c'est d'atteindre l'autre. Et donc, si jamais on est complètement déconnecté de l'extérieur, ben notre voix, elle peut pas avoir d'impact. On est peut-être intègre avec nous-mêmes, on est peut-être complètement dans le gut feeling, dans l'intuition, mais c'est pas possible de le communiquer. On est dans un espace de l'ordre de la folie. C'est incommunicable. Donc, j'ai à la fois été dans un endroit avant, pendant 7 ans, où j'étais pas à l'écoute de cette intuition, pas à l'écoute de ma voix intérieure, pas à l'écoute de ce que je ressentais. Et je suis passé à l'état exactement inverse, comme dans j'ai plus à moins, comme dans vraiment une polarité. Je deviens tellement à l'écoute, presque surintuitif, à entendre des choses, des trucs qui se réalisaient. Bon, après ça, on peut y croire, on peut ne pas y croire. Mais il y avait mon intuition se matérialiser dans le réel. Mais en même temps, il y avait une sorte d'incommunicabilité de cette chose-là avec le monde extérieur. Et donc, comme si je devenais inadapté au monde, alors qu'avant, j'étais dans la suradaptation. Et en fait, la voix, c'est cette chose-là, c'est ce pont entre moi et l'extérieur, moi et l'extérieur, moi et l'extérieur. Et grâce à elle, au-delà de ma voix, grâce à elle, nous sommes qui nous sommes. L'humain est ce qu'il est devenu grâce à la voix. Parce que c'est parce que la voix existe, que la sonorisation et qu'on a pu développer des phonèmes, qu'au bout du compte, dans ce moment où, d'ailleurs les scientifiques disent ça, au moment où dans l'évolution, on a commencé à se redresser, il y a le larynx qui s'est abaissé. En s'abaissant, on a été en capacité de former davantage de phonèmes. Et parce qu'on s'est redressé, il y a une place qui s'est libérée dans le cerveau et il y a le néocortex qui s'est développé. Donc, c'est comme si ces trois éléments sont arrivés, on ne sait pas dans quel ordre. On ne sait pas, mais que tout est né du fait qu'on s'est réaligné. Et qu'au bout du compte, la parole, c'est ce qui permet à l'humain d'être ce qu'il est. C'est cette capacité qu'il a qui a fait qu'il est le maître du monde aujourd'hui. Donc l'humanité ne serait pas l'humanité sans la voix. Et d'ailleurs, il y a eu des expériences à une époque, je crois que c'est Frédéric II de Prusse, qui à un moment donné, il était, bon, à l'époque, on pouvait faire des expériences assez affreuses, c'est vraiment une expérience affreuse,
mais il voulait savoir quelle était la langue primaire, la langue presque avant toute langue. Est-ce qu'elle existait? Et donc, il a pris des bâtards, des enfants de nourrice, et il les a, voilà, ils sont nés, et après coup, on leur a donné à manger, mais on leur a pas parlé. On leur a jamais parlé. On leur a simplement donné à manger. Et au bout du compte, tous ces enfants sont morts avant l'âge de 12 ans. Ils étaient tous dégénérés déjà, et ils sont tous morts avant l'âge de 12 ans. Donc, ce que ça veut dire, enfin, l'expérience après, c'est d'ailleurs un grand phoniatre, Jean Abitbol, qui parle de ça souvent dans ses livres, et même en interview, cette expérience, lui, il dit ça, il dit qu'en fait, elle raconte que sans la voix, on ne pourrait pas vivre. Sans la voix, sans la parole, sans l'expression. Donc la voix, c'est pas simplement celle qu'on entend en réalité. La voix, c'est l'expression. Un oiseau, il a une voix. La voix, c'est ce qui communique de l'intérieur à l'extérieur. C'est ce qui permet à ce qui est en nous d'aller s'extérioriser. Et c'est pas que l'humain qui a cette capacité, mais l'humain a une capacité extraordinaire parce qu'il a développé la parole, l'abstraction et toutes ces choses-là. Donc moi, la voix me passionne parce que au fond, sans elle, d'une part, probablement que l'humain ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui, si jamais on n'avait pas cette voix-là, la voix humaine, et qu'en plus, c'est vraiment ce lien entre l'intérieur et l'extérieur. C'est ce pont qu'on peut faire entre nous, ce qu'il y a en nous, la singularité qu'on est, et le monde dans sa pluralité, et tous ces autres qui sont là devant nous, et avec qui on va venir et se mettre en relation, et à travers ce pont, ces différents ponts qu'on construit, on va pouvoir, ça va nous alimenter. Il y a ce livre de Bertrand Perrier, La parole est un sport de combat. Moi, je dirais que oui, c'est une sorte de sport de combat. Moi, je fais de la boxe et j'adore la boxe et j'adore les sports de combat. Depuis que je suis petit, j'ai fait des sports de combat. Et il y a quelque chose de très beau parce qu'il y a un respect entre les combattants. C'est pas un truc où on veut absolument écraser l'autre. Le sport de combat, c'est un art martial. Donc, moi, je trouve ça très beau. Et en même temps, je dirais que la voix, c'est aussi un geste, surtout encore plus fort qu'un sport de combat, c'est surtout un geste d'amour. C'est un geste de générosité. On donne quelque chose, et souvent c'est ça qui est important. C'est-à-dire que ce que je transmets avec ma voix, ça va plus loin que moi. Mon histoire, mon chemin, mon ego n'est là que pour servir le message qui va au-delà de moi et qui est transmis par la voix. C'est intéressant ce que tu dis, pardon. Je me Vas-y, non, c'est permets, bon. parce qu'en fait, ça On résonne fait. vraiment, les mots là rentrent chez moi, voilà, se diffusent dans mon corps, dans ma tête. Et en fait, ce que ça me fait penser à quelque chose, c'est quand je porte ma voix, je me sens vivante. Mais oui. Et plus on porte sa voix loin, plus on se sent vivant. Pourquoi aussi? Parce que plus on porte sa voix loin, plus elle est entendue. Plus elle est entendue, plus il y a de personnes, normalement, qui l'entendent. Et plus il y a de personnes qui l'entendent, plus nous, on a une puissance d'existence. Et notre chemin, notre voix VOIE, ici, sur la Terre, a plus d'impact. Elle laisse plus de traces. Et moi, je dis pas qu'il faut absolument laisser des traces qui restent écrites. Au fond du fond, je pense personnellement que tout le monde est là. Tous ceux qui sont morts sont là avec nous. Mais je parle pas simplement des humains. Je parle de tous les êtres qui sont morts, ils sont là. Et que ça soit à travers la voix humaine et tous les messages qui ont été transmis, ben en fait, ces messages ont transformé le monde par réaction, par réaction, par réaction. Et quoi qu'il en soit, tous les messages sont là et ont été, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, comme disait Lavoisier. Et donc voilà, en fait, c'est ça que je veux dire, c'est que la trace, elle n'est pas obligatoirement consciente comme, je sais pas, un Gandhi ou un Mozart dans la musique, ou on n'est pas obligé de laisser une trace qui fait qu'il y a un nom. Le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est ce qu'on veut faire, ce qu'on veut impulser, comment on veut influencer. Et c'est la voix qui permet ça. Et alors, si on essaie d'influencer un endroit qui ne nous correspond pas, ben là, ça nous mène au burn-out. Parce qu'en fait, à un moment donné, l'intérieur, il va s'exprimer par le corps, par quelque chose. Un accident peut-être. Il va y avoir une provocation de l'intérieur, du corps, de tout ce qui est inconscient pour pouvoir venir se conscientiser. Si jamais notre voix, on n'a pas une bonne capacité, par exemple, j'avais interviewé sur Clubhouse quand j'y étais, Virginie Delalande. Virginie Delalande a cette capacité à parler alors qu'elle est sourde.
Elle a cette capacité à faire entendre sa voix alors qu'elle est sourde. Le fait qu'elle le puisse, elle fait passer un message beaucoup plus fortement que n'importe quel sourd qui ne peut pas faire la même chose qu'elle. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand on a une capacité vocale, on est professeur, mais qu'à un moment donné, on a une extinction de voix, et ben de nouveau, on va être en incapacité de pouvoir transmettre. Donc, c'est ça cette idée, c'est que l'instrument lui aussi se travaille parce que si jamais je ne le travaille pas, à un moment donné, je vais être en incapacité. Si jamais je ne maîtrise pas la technique, que je ne parle pas sur le souffle, et ben à un moment donné, je vais être en incapacité. Si je force sur ma voix, à un moment donné, je vais être en incapacité et ça va créer de la frustration. Et ça va peut-être, voilà, toutes ces choses-là. Et la frustration, elle est aussi de l'autre côté quand en fait, on est peut-être aligné, comme on dit, avec soi-même à l'intérieur. On est peut-être avec une voix qui porte, qui a une bonne présence, on sait bien utiliser sa voix, mais on ne sait pas comment faire bouger l'autre. On ne sait pas comment faire pour que l'autre soit touché par notre parole, pour qu'il ait envie d'agir, pour qu'il soit peut-être convaincu de ce qu'on pense. Mais enfin, moi, pour moi, convaincre, c'est pas du tout un objectif. Convaincre, c'est un moyen. L'objectif, c'est de faire bouger, c'est de faire agir. C'est ça l'ultime objectif de la voix. Et après, quand on envisage la voix dans un temps beaucoup plus loin, et toute notre parole qui sort par cet instrument, alors d'une part, l'écriture, c'est de la voix qui est mise sur papier. L'écriture est née après la voix, et on est venu mettre en sigles, en signaux. D'abord, d'ailleurs, c'était comptable. Hein. L'écriture est née d'abord sur des trucs comptables. On sait, OK, combien de moutons tu m'as pris, machin. Euh, mais, euh, mais la voix, quand on écrit, c'est aussi de la voix, au fond. C'est de la voix mise sur papier pour qu'elle reste. Comme une vidéo et de la voix enregistrée sur des bandes ou sur de la bande passante. Bref. Au-delà de nous maintenant, il y a un ripple effect, il y a comme un rebond de toute notre parole. Et donc, savoir d'où on parle, savoir pourquoi je parle, qu'est-ce que je veux faire aux autres, qu'est-ce que je veux donner aux autres. Pour moi, c'est ça l'essentiel. Et c'est ça le vrai pouvoir de la voix, parce que maintenant, ça va peut-être changer des choses. Mais si je regarde maintenant un tout petit changement, dans 10 ans, ce petit changement sera énorme. Dans 100 ans, ça sera énorme. Dans 1000 ans, ce sera incroyable. Donc, notre influence, elle peut être énorme. Et l'important n'est pas d'envisager de contrôler cette influence, mais de s'engager à un endroit où à la fois ça vient de nous, de notre intériorité, et qu'on a un message qui nous dépasse, ça c'est ce que je pense vraiment, quelque chose qui est plus fort que nous, plus loin que nous, qui va au-delà de nous, et qui se met au service, qui se donne, comme je disais tout à l'heure, un acte de générosité. Alors, je te remercie beaucoup pour ce partage. C'est vrai que c'est très, très intéressant d'aller plus en profondeur en ce qui concerne la voix. Et moi, j'ai une question, Dimitri. Oui. Qu'est-ce que ma voix dit de moi? Alors elle dit plein de choses. Hein. On dit souvent que la voix ne ment pas, parce qu'elle donne à la fois une information sur la culture, sur, je sais pas, par exemple, pas simplement la culture d'un pays, mais aussi la culture familiale, le type de famille, ou peut-être même la région aussi. Elle donne ça, elle donne aussi le niveau d'éducation en général. Donc, on est informé par le vocabulaire, par la façon de s'exprimer, souvent par un accent ou un autre. Il va y avoir ça aussi. Donc, on va très vite, les uns et les autres, un peu se jauger en écoutant une personne. Elle va aussi donner des informations sur son état émotionnel. Donc, par exemple, si jamais je parlais comme ça et que je parlais comme ça, voilà, avec une voix comme ça, en fait, bah, peut-être tu te dirais quelque chose sur moi. Tu aurais l'impression, d'ailleurs, on entend peut-être des sirènes. Moi, j'entends des sirènes. Il y a quelque chose où ma voix, elle va informer. Ou alors, si jamais je parlais comme ça, tu vois, d'avoir une voix comme ça, salut Géraldine. Alors, donc elle va raconter mon état émotionnel. Tout à l'heure, enfin, je l'ai pas contrôlé. J'étais vraiment dans ça exprimer ce que j'étais, mais il y a une intensité, on peut le sentir, je pense. Les gens l'entendront. Moi-même, je m'entends pas, je m'écoute pas, mais j'entends bien que je peux avoir une intensité dans la voix, comme si c'était vraiment important. Donc, et ça, cette émotion, elle passe. Je peux aussi avoir une voix qui va être réconfortante, qui va être calme, qui va être posée, ou une voix carrément, voilà, quand je vais allonger un peu les voyelles, là, ça devient une voix un peu séduisante. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'informations dans la voix, énormément. À travers le son, la prosodie, comme on dit, il y a le son, donc la mélodie, il y a le tempo, il y a le rythme,
Et dans tout ça, il y a une information primordiale. On sait si quelqu'un a confiance en lui quand on entend sa voix. On sait que si quelqu'un, alors il peut ne pas avoir confiance dans certaines situations, mais dans une situation précise, on sent que quelqu'un a confiance. On sent que quelqu'un est sympathique. Sa voix va nous donner envie d'aller vers lui. On va avoir confiance, mais une autre confiance. C'est pas lui qui a confiance en lui, mais plutôt, on a confiance en lui. On le trouve sympathique. Donc, par exemple, si jamais je vais monter, tu vois, je fais monter ma voix à la fin de chaque phrase, eh bien, il y a quelque chose de plus sympathique. Alors que si jamais je ferme la fin de mes phrases et que je fais tomber le son à la fin de chaque virgule ou de chaque point, eh bien, il n'y a pas de question là. C'est un point à chaque fois. Et donc, ce point, cette mélodie-là, elle informe. D'ailleurs, il y a eu des études scientifiques sur ça. L'IRCAM, le CNRS se sont intéressés à ça. Et des chercheurs ont d'ailleurs développé même des startups parce que aujourd'hui la voix c'est devenu tellement important, mais en plus dans la question pas simplement humaine, mais aussi dans l'intelligence artificielle. Et donc ils essaient de savoir quelle est la voix qui donne confiance, quelle est la voix qui paraît être affirmée, quelle est la voix. Et par exemple, si jamais je mets un sourire, alors sans avoir un sourire, j'enlève le sourire, sans rire, mais je mets le sourire dans ma voix, ça va s'entendre, non? Tu l'entends là? Là, j'entends tout à fait ton sourire. Qu'est-ce que tu dis? Tu, Monoprix, on est là pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses de ça, de ces chuchotements que toutes les grandes marques ont repris? Alors, j'ai chuchotement, un peu comme la voix que je peux faire là maintenant et qu'on entend souvent dans des podcasts, cette voix douce ou cette voix du thérapeute, c'est la voix de l'intimité. Et le microphone a permis cette chose-là. C'est-à-dire que l'intimité est devenue quelque chose de beaucoup plus large. Je peux être intime avec plein de monde en même temps. Donc là, c'est ce qu'on fait. C'est comme si en fait le micro prenait quelque chose de tout près. Donc normalement, s'il n'y avait pas de micro, bah, cette façon de parler, ça serait presque comme si je parlais à l'oreille. Mais oui, en Et donc c'est fait, très intime, c'est une parole qui est réservée. la Et donc personne cette nous voix-là, elle entend. informe, elle donne une intimité. Ah, c'est génial. Du coup, Ouais, là, on n'est plus que tous les deux alors. voilà, on n'est plus que tous les deux, toi et moi. Personne ne nous entend. Ah si, peut-être, grâce au micro, mais en tout cas, on se parle, toi et moi. Les autres nous écoutent peut-être, comme des petites souris. Et c'est ça que fait le microphone. C'est C'est ça qu'en que fait, fait le microphone. Alors, il faut parler peut-être un peu plus fort. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'audio et que oui, peut-être que ceux qui nous écoutent sont dans le métro avec un brouhaha immense autour d'eux. oui. La musique moderne est devenue ce qu'elle est devenue et on s'est mis à aimer des gens qui chantent comme, je sais pas, Carla Bruni, Vanessa Paradis, des toutes petites voix, mais avant, personne n'aurait pu chanter comme ça. Impossible. Personne n'aurait pu faire carrière en tant que chanteur comme ça avant le micro. Donc le micro a permis que l'intime vienne sur scène. Ah, c'est super intéressant. Ouais, je comprends. Jane Birkin, Ouais, pareil, oui. Françoise Hardy, Ouais, oui. excellent. Quand il y a deux personnes qui ont une intonation de voix différente, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive avec beaucoup d'énergie, comme moi, tu vois, ou comme toi et moi, en général, quand on parle, normalement dans la vraie vie, on est plein d'énergie. Hmm. Eh bien, sais-tu que ça dérange? Il y a certaines Oui. personnes pour lesquelles on a un ton, une intonation trop forte. Et en Mhm. fait, on met tellement d'énergie dans notre voix de manière naturelle qu'on dérange. Oui. Qu'est-ce que tu dis de cela? Alors, c'est ce qu'on appelle les postures vocales. Donc, d'une part, on n'a pas une voix. D'un point de vue, là, on parle vraiment de la physiologie. Tout à l'heure, je parlais des trois corps. Dans mes études de psychopathologie liées à la voix, j'ai fait un DU spécialisé sur ça. Une de mes professeurs, Claire Gilly, une très grande psychanalyste spécialiste de la voix, parlait de ça, les trois corps de la voix. Le corps psychique, le corps physique, le corps social. C'est de ça dont j'ai parlé tout à l'heure. Maintenant, dans le corps physique, il y a trois éléments. Le souffle, la contraction des cordes vocales, des plis laryngés, comme on les appelle aussi dans un jargon plus scientifique. Et puis ensuite, les caisses de résonance. L'endroit où en fait ce son va aller résonner, comme une calebasse, comme mon piano là, qui est derrière. Donc, il y a un son qui est créé grâce à deux forces qui s'opposent, le souffle et la barrière des cordes vocales qui viennent s'opposer au souffle.
Et le souffle veut passer et il met en vibration les cordes vocales. Et cette façon de vibrer, elle peut être différente. On peut faire vibrer d'une façon ou d'une autre. On peut détendre la contraction laryngée. Si je détends la contraction, je vais avoir une voix un peu plus douce. Donc, on n'a pas une voix. On n'a pas qu'une voix, en fait. On aurait pu, enfin, moi, je pourrais parler comme ça depuis le début, ça pourrait être ma voix. J'aurais pu être installé dans cette voix. Elle est à l'intérieur de mon instrument. Je suis pas en train de trafiquer. Je suis en train de juste la placer à un autre endroit. Ça reste ma voix, puisqu'en fait, elle est dans mon instrument, n'est-ce pas? Je suis pas en train d'inventer quelque chose. C'est pas une autre personne qui parle, c'est bien moi. Donc, on n'a pas une voix, mais on a mille et une voix, comme je dis souvent. J'aime bien ce terme parce qu'on imagine qu'on a même encore plus. Et c'est comment je vais adapter ma voix, et on le fait tous naturellement. On adapte tous notre voix naturellement au jour le jour, avec les gens dans la rue, en fonction, avec notre, si on parle, moi je parle avec ma femme, si je parle avec ma fille, si je parle à des gens que je veux coacher, si je parle devant une assemblée de personnes, si je parle à une personne que je coach ou une assemblée, si je parle à une vieille dame dans la rue, je vais pas lui dire bonjour madame, vous avez besoin d'aide? Si elle a besoin d'aide, je vais adapter ma voix à, en fait, elle. Donc, c'est ce qu'on appelle les postures vocales. Donc, quand nous, des gens n'aiment pas, n'apprécient pas notre voix, souvent, c'est dans un cadre qui est un cadre, je dirais, large. C'est-à-dire que, par exemple, je suis en conférence où je suis devant plein de personnes et j'ai cette dynamique où là, on est en podcast et on a cette dynamique, on se parle, on a quelque chose de naturel. Donc, on s'adapte pas aux personnes qui sont en face qui pourraient être gênées par cette voix. Mais si jamais j'avais une personne devant moi, eh bien, à ce moment-là, je pourrais m'adapter à elle. Je pourrais voir que, elle a l'air de pas trop apprécier que je sois tout excité comme ça. Elle a l'air d'être un peu agacée, ou elle a l'air de, elle fait des gestes qui m'informent. Il y a tout le non-verbal. Elle fait, enfin voilà, elle a les yeux froncés, elle touche son nez. Bref. Donc, il y a des informations où je peux voir en tête à tête que ça plaît pas à ma voix. Et je vais l'adapter. Si jamais je fais bonjour madame, vous avez besoin d'aide? Peut-être la dame, elle va reculer, elle va être là. Qu'est-ce qu'il me veut ce monsieur? Et donc, voilà, j'aurai l'information que c'est pas la voix qu'il lui faut pour que je puisse rentrer en relation avec elle. Donc la voix, ça s'adapte, elle s'adapte, on l'adapte. Donc apprendre à mieux l'adapter, apprendre à mieux jouer avec, ça permet plusieurs choses. Ça permet de mieux rentrer en relation avec les gens dans notre entourage, que ce soit d'un point de vue personnel, que ce soit d'un point de vue professionnel, que ça peut être, on est vendeur et comment on entre en relation de la meilleure des manières avec chaque client. Si on a des clients, comment on rentre en relation en fonction de chaque situation. Là, il y a une situation un peu tendue. Comment je vais parler avec la personne? Est-ce que je vais pas davantage détendre ma voix, essayer d'être plus calme, essayer de laisser plus de place à l'autre, parce que peut-être que l'autre a besoin d'exprimer des choses. S'il est énervé, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de sa limite qui a été touché et il a besoin d'abord de reconnaissance. Donc, je vais lui laisser de la place, je vais ralentir, je vais calmer les choses par la voix. Calmer les choses par la voix. Comme un enfant. Si on calme par la voix, on va calmer l'enfant. Si on excite par la voix, on va l'exciter. Donc, Forcément, forcément. Et c'est pareil, en fait, on est oui, tous pareils comme des gosses. comment font les gens dont on n'aime pas la voix? Qu'est-ce que je dois faire si jamais j'ai beaucoup de feedback où on me dit qu'on n'aime pas ma voix ou que ma voix dérange? Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, il y a deux choses. D'une part, peut-être effectivement écouter cet avis, l'entendre et voir ce que ça nous fait. On peut se dire, je m'en fous, c'est une attitude. On peut se dire, ok, très bien, je vais peut-être aller voir qu'est-ce qui se passe de ce côté-ci. Peut-être que je pourrais l'améliorer, ma voix. Et comme on a tendance, nous, à ne pas aimer notre voix quand on s'entend, parce qu'elle est complètement différente de celle qu'on entend, nous, quand on parle, il y a aussi ce travail-là, c'est que nous, on est en accord avec notre voix quand on parle, sinon on ne parlerait pas avec cette voix. En revanche, enfin, sauf dans des situations de stress où on maîtrise plus, parce que dans ces moments-là, dans les moments émotionnels, on peut avoir la voix qui monte d'un coup et on n'aime pas sa voix quoi qu'il en soit, même celle qu'on crée. On s'énerve, on a la voix qui monte chez les femmes, souvent il y a ça aussi, ça devient très aigu parce que l'intensité amène beaucoup aussi, ça va vers l'aigu en même temps. Donc réussir à contrôler le fait que je peux monter en intensité mais rester dans une profondeur, ça c'est des choses qui s'apprennent techniquement. Donc pouvoir maîtriser mieux son instrument et apprendre on a un miroir vocal. Le miroir vocal, c'est-à-dire que toi, et à chaque fois que je vais m'entrer en enregistrement, ou toutes les personnes qui vont nous écouter vont écouter mon miroir vocal. C'est la partie que moi, je n'entends pas. Si jamais il n'y avait pas d'enregistrement, je ne l'entendrais jamais de ma vie.
Avant, personne n'entendait la voix que les autres entendaient. Mais Jamais. oui, mais c'est dingue! Donc aujourd'hui, on a ce truc où on peut entendre sa voix, on a la trace de sa voix telle que les autres l'entendent. Et d'un coup, on se rend compte, mais j'aime pas du tout ma voix, mais qu'est-ce que c'est que cette voix? Mais pourquoi j'ai une voix si aiguë, machin? Donc bon, je vais pas expliquer pourquoi, c'est pas si important, on peut en parler une autre fois. Mais ce qui est important, c'est de se dire que dans ce miroir, eh bien moi aujourd'hui, ma voix, c'est pas simplement celle que je perçois en parlant, c'est celle aussi que je perçois en m'écoutant. Quand je me mets de l'autre côté, quand je me mets dans la peau des autres. Parce que si je n'aime pas ma voix telle que je l'entends à l'extérieur, bah j'aime pas le truc que je donne aux autres. Donc, travailler à la fois sur aimer sa voix quand on parle et aimer sa voix quand on l'entend. En modelant, en travaillant la matière, on peut créer ce qu'on appelle une signature vocale. On a tous une signature vocale, mais notre signature, elle est inconsciente. Travailler sa voix, ça permet de conscientiser, de mettre d'un coup, non, en fait, je veux changer ça, je veux plus ça, je veux plus de ça, je veux qu'il y ait plus de rondeur, je veux qu'il y ait plus de profondeur, je veux plus d'articulation, je veux plus de capacité à articuler. C'est, Voilà. je ne réponds pas, enfin, je suis bouche bée, en fait. C'est passionnant. C'est passionnant d'avoir toutes ces informations sur notre outil. Est-ce que j'ai le droit d'appeler la voix outil? Alors, la voix, en fait, bah ouais, c'est ce que j'ai dit, c'est que c'est un pont, c'est un outil, mais en même temps, c'est pas seulement l'outil. C'est-à-dire que c'est là, si la concrétisation, c'est-à-dire que sans voix, aussi, il y a cette question de la voix intérieure. Est-ce que la parole intérieure est venue parce qu'il y avait une voix extérieure ou un langage extérieur? Si on n'entend pas, on va avoir une parole intérieure. Virginie Delalande me parlait de ça. Sa parole intérieure, elle est écrite, où elle voit quelqu'un dans la lumière avec sa bouche et elle peut lire sur ses lèvres. Mais elle n'entend pas de voix. Alors que la plupart d'entre nous, on a intégré le son à l'intérieur de notre tête. Donc, la voix, c'est pas simplement l'outil, c'est aussi ce qui est. C'est nous. C'est pas juste un outil pour que nous se dévoile. C'est nous. C'est nous. C'est tout à fait passionnant. Alors malheureusement, on va devoir clôturer cette interview. Et pour la clôturer, mais je ne veux pas. J'ai une dernière question. Pourquoi dit-on j'en perds la voix? Qu'est-ce qui fait? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi aussi quand moi je perds ma voix, mais je la perds vraiment, c'est-à-dire que je n'ai plus de voix. Le silence est nécessaire. Le dormir, c'est nécessaire. La retraite est nécessaire. Maintenant, parce que c'est dans cet endroit-là qu'on peut se réinspirer. C'est dans ce moment où on ne parle pas qu'on inspire. Je ne parle pas et inspire en même temps. Je suis inspiré, je peux dire aussi ça. Je suis inspiré et j'inspire les autres. Et le moment où je vais m'inspirer moi-même, où je prends un moment d'inspiration, à la fois, on peut l'entendre dans tous les sens, hein. L'inspiration en termes physiologiques, mais aussi l'inspiration en termes créatifs, en termes d'idées, en termes de centrage, de tout ça. Donc, si je suis capable de parler aujourd'hui comme ça de la voix, c'est que j'ai travaillé cette matière, que j'ai appris, que j'ai pratiqué, certes, mais je me suis tu, j'ai appris d'autres. Donc, c'est quelque chose à en perdre la voix, c'est que je n'ai pas de mots, je n'ai plus de mots, je n'ai que la présence. C'est innommable, d'une certaine façon, ce que je vis, ce que je reçois. Ça, c'est une chose. Et après, pourquoi nous, on perd la voix? Pourquoi on peut perdre notre voix? Parfois, alors ça, c'est en tout cas ce que je crois. Alors, à la fois, il y a du forçage, mais le forçage, à partir d'un moment, c'est si jamais je parle, moi, ça m'arrive aussi hein, de perdre la voix. Par exemple, là, en juillet, j'ai eu 2 jours, j'ai été malade, et 2 jours, j'avais plus de voix, où j'avais une voix vraiment presque éteinte. Et puis après est apparue une voix de catacombe, une voix hyper grave, un truc vraiment hyper grave. Donc c'était encore comme si c'était quelqu'un d'autre, c'était assez marrant. Donc ça m'a amené à quoi? Ça m'a amené à me dire, bon bah en fait, j'ai besoin de repos là, j'ai besoin de me taire, j'ai besoin de ne plus être dans donner, donner, donner. J'ai besoin aussi de me ressourcer. Quand l'information, on perd sa voix, c'est j'ai besoin de repos. Clairement, la voix a besoin de repos, elle est fatiguée. Après, en s'exerçant, comme dans le sport, plus on s'exerce, plus l'effort, on pourra le prolonger. Si je cours une fois tous les 10 ans, je vais pas pouvoir courir un marathon de la même manière qu'un gars qui court tous les 2 jours ou toutes les semaines.
Donc c'est simplement ça. Mais quoi qu'il en soit, tous, le plus grand sportif, le plus grand chanteur d'opéra, le plus grand orateur, tous ces gens ont besoin de repos. On a tous besoin de repos. Notre voix a besoin de repos. Et quand on dort, elle se repose. Quand on se tait, elle se repose. Les cordes vocales sont détendues. Et c'est pour ça d'ailleurs que le matin, on a la voix la plus grave. Parce que les cordes vocales ont été tellement détendues. Et pour créer la voix grave, c'est les cordes vocales dans leur entièreté, complètement détendues, qui vont venir se coller. Et donc, comme elles sont complètement détendues après avoir dormi, on a une voix très grave. D'accord. Eh ben, écoute, J'ai waouh. répondu à tes questions. Écoute, je crois que tu pourrais écrire un livre sur la voix, en fait. C'est prévu. C'est prévu. Oh! Et j'ai déjà lancé un podcast en 2023. En tout cas, c'est l'objectif que je me suis donné. Qui, pour l'instant, l'idée, ce sera les voix qui changent le monde et d'aller interviewer à la fois des gens qui peuvent être célèbres dans leur domaine ou très célèbres en dehors de leur domaine, mais des gens qui transforment les choses grâce à leurs paroles, grâce à la transmission, et peut-être parfois des personnes qui viennent, je pense à quelqu'un que moi j'adore, qui fait beaucoup de podcasts, Charles Pépin, qui est un ancien grand timide et qui avait une angoisse de la prise de parole et qui en a fait son métier. Et donc, par exemple, d'interviewer Charles Pépin ou des gens comme ça, pour aussi faire entendre que on peut avoir des blocages, parce que moi j'aide beaucoup aussi des personnes qui se sentent bloqués dans leur expression d'eux-mêmes, parce que je suis passé par là. Et donc, qui ont des blocages et qui les ont dépassés, et que c'est pas simplement, waouh, le mec avait une compétence dès le départ, et moi, c'est pas pour moi. Non, le mec était nul et il s'est juste bougé, et il est devenu cette chose-là par le travail et par l'audace. Et voilà, c'est inviter à ce que chacun devienne plus audacieux, à prendre la parole, à ouvrir sa voix, parce que chaque voix compte. Et ce sera le mot de la fin. Je te remercie beaucoup, Dimitri. J'espère que tous les auditeurs et toutes les auditrices auront écouté ce podcast jusqu'au bout, parce que c'était vraiment passionnant. Merci grandement de nous avoir consacré ce temps. Évidemment, il y aura dans les ressources de l'épisode ton contact pour Bien sûr. tous ceux et toutes celles qui ont envie de travailler leur voix et pas que. Parce que je sais que tu Exactement. fais un grand travail et j'ai moi-même assisté à un atelier où on travaille bien plus que la voix pour aller trouver véritablement sa voix, VOIE. Donc, merci beaucoup, Dimitri. Je te remercie de m'avoir donné ce moment pour pouvoir donner ce que j'ai à donner de plus précieux. Merci à toi et à très vite. À très bientôt. Si cet épisode vous a plu, si vous avez vibré, si vous l'avez trouvé inspirant, alors n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous abonner et puis à mettre 5 étoiles ou à le commenter. Ça compte pour moi. C'est la reconnaissance de mon travail et ça me donnera à coup sûr l'envie de me dépasser dans le contenu futur que je vais vous proposer. À tout de suite et merci.